souhaitez faire dans une autre langue, il y a beaucoup plus de choix. Donc vous allez dans le menu Rechercher, dans le Généalogie, et c'est ici la porte d'entrée pour faire votre import Jetcom. Donc en bas, télécharger son arbre généalogique personnel, téléverser, pardon. Voilà, et c'est ici que vous téléversez votre arbre. Alors vous pouvez téléverser plusieurs arbres, donc si vous avez des arbres multiples, vous pouvez faire, et après vous avez un historique des arbres téléversés, et une fois qu'ils sont téléversés, donc vous avez, vous voyez, ça se met, alors on va attendre ça, voilà. Vous pouvez le consulter tout de suite dans les 15 minutes qui suivent, il sera en ligne. Il sera en ligne pour vous dans les généalogies. Et ensuite, il va vous commencer à vous proposer les correspondances. Donc, vous pouvez commencer à faire, voilà, ça c'est bien une correspondance. Et troisième message. Voilà, et ensuite, après, vous pouvez, une fois que les correspondances sont faites, que le rattachement est fait à l'arbre familial, si vous souhaitez le rattacher en confirmant les correspondances, vous allez pouvoir le partager avec votre famille à travers l'interface de la première page, comme on a vu, puisque par défaut, c'est ce qu'on disait, et c'est pour ça qu'on était surpris par la remarque de madame, mais a priori, c'est une erreur qui n'est pas, voilà, qui ne nous concerne pas, mais les personnes vivantes sont masquées. Chez MyHeritage aussi, c'est ce que disait Marie. Voilà, donc les personnes vivantes ne devraient pas apparaître, donc voilà, elle est en train de régler le problème avec la dame. Pour ce qui concerne MyHeritage, chez Family Search, évidemment, c'est la même politique, les personnes vivantes sont bien masquées. Donc voilà. Donc, vous pouvez essayer avec votre fichier Jetcom, on ne va pas s'étendre parce que ce n'est pas le sujet de la conférence ici, mais je voulais le préciser, pour vous montrer surtout comment faire, si vous souhaitez le faire. Et ensuite, vous pouvez commencer à travailler pour avoir les expériences comme Pierre l'a décrit hier sur des découvertes de nouvelles branches. Et on peut le réserver uniquement à un nombre restreint de personnes en consultation. Vous pouvez, pardon? Le restreindre uniquement à... oui, vous pouvez le partager avec des personnes spécifiques. Tout à fait. Voilà. Sauf s'il est dans l'arbre familial. Alors voilà, ça c'est une précision aussi dont on a parlé avec Pierre, et il a très justement fait remarquer que ce qu'on appelle arbre familial chez nous, avec un grand F, c'est l'arbre universel. Donc cette notion est beaucoup plus claire pour nous français. Arbre familial, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est un arbre généalogique. Non, en fait, l'arbre familial avec un grand F, considéré comme un concept chez Family Search, c'est l'arbre universel. Donc c'est le fait d'être attaché à l'arbre collaboratif. Voilà. Donc ça, c'est vous qui le décidez. Par contre, après, si vous voulez le partager avec des personnes vivantes, là, c'est restreint un par un que vous le choisissez sur la nouvelle interface. Voilà. Après, on pourra éventuellement vous montrer en bibliothèque. Cette semaine, on est encore là jusqu'à vendredi. Si vous avez des questions, on peut continuer à travailler dessus ensemble. Et la deuxième précision que j'aimerais apporter, aussi c'est quelque chose qui n'a pas semblé très clair, c'est quand on a parlé des bibliothèques affiliées. Ce qu'on a dit, c'est que à partir vous savez qu'on a des collections qui sont restreintes en fonction des pays, les collections allemandes, les collections, je ne sais pas, italiennes ou belges. Il peut y avoir des collections restreintes que vous ne pouvez consulter que dans un centre d'histoire familiale de Family Search. Cette restriction, on peut la lever partiellement, c'est-à-dire qu'on peut faire en sorte que vous deveniez un centre de consultation Family Search. Alors comment ça se passe? Il y a deux conditions, enfin trois. Il faut que vous ayez un ordinateur avec une adresse IP, donc connecté à Internet, qui soit en accès gratuit et qui ait un minimum d'ouverture au public qui puisse être donné comme indication à des personnes qui souhaitent consulter. C'est-à-dire que si dans votre local d'association, vous souhaitez que votre ordinateur soit considéré comme une, donc on dit bibliothèque, c'est un grand mot, c'est-à-dire que l'accès que l'on a chez nous soit étendu à votre local, ça peut se faire. Il faut dans ce cas-là qu'il y ait la connexion avec cette adresse IP qui est l'adresse unique Internet pour que les personnes viennent dans votre local
et puisse consulter les collections qui sont restreintes à Family Search et à ses bibliothèques affiliées. Donc vous devenez une bibliothèque affiliée, une sorte de partenariat. Ça veut dire qu'il y a des grands avantages. Déjà, c'est que tous les membres de vos associations pourront consulter des actes qu'ils doivent autrement aller voir chez Family Search. Donc venir dans nos locaux, ça évite voilà, ces déplacements. Et en plus, vous, potentiellement, ça vous amène des adhérents. Alors attention, ça ne veut pas dire que la personne doit devenir adhérente de votre association pour consulter. C'est ça la condition aussi, c'est que la consultation doit pouvoir être libre dans le local de l'association. Et après, si elle veut adhérer à votre association, c'est tout autre chose, mais en tout cas, ça vous amène du monde, de la visibilité, avec une bonne raison de le faire pour les gens, de venir, en plus, votre association devient une bibliothèque affiliée. Donc Valérie était très enthousiaste par rapport à ça, pour vous le communiquer. On est un nombre restreint aujourd'hui, mais c'est vraiment un bon partenariat que l'on peut étendre entre Family Search et les associations d'une manière concrète et facile et rapide. Voilà, donc pour ça, il faut se rapprocher de Virginio. C'est lui qui s'occupe de mettre en place les bibliothèques affiliées. Et si ce n'est pas dans vos locaux, ça peut être la bibliothèque municipale chez vous. Voilà, ça peut être tout local qui remplit les 3 conditions que j'ai édictées avant. Et il faut qu'on puisse communiquer des horaires d'ouverture, voilà, pour que les gens sachent qu'à telle heure, s'ils vont chez vous, ils trouveront un accès sur les collections Family Search restreintes. Voilà, ceci étant dit, on va laisser la parole à Marco pour la présentation sur comment se tenir informé de l'actualité Family Search. Avant de partir, s'il vous plaît, prenez un stylo, Family Search, pas pour faire de la pub forcément, mais parce que sinon je dois repartir dans l'avion avec tout ça. Parce que Virginio il est venu, mais il est reparti sans, et c'est moi qui hérite du paquet. Donc prenez votre stylo, comme ça on se décharge un petit peu, et c'est plus facile de répartir la charge. Merci. Et il y aura aussi donc ce petit... voilà. Ça, sur l'application Arbre Familial, vous pouvez le prendre aussi avec le QR code, comme ça, pour tout de suite le mettre sur votre smartphone si vous le souhaitez. Je laisse la parole à Marco. Merci. Bonjour à tout le monde. Donc ce matin, je vais parler de comment on peut en fait on peut être mis à jour avec tout ce qui se passe en Family Search. Et je commence par le blog, car il est une des sources de majeur trafic pour nous, parce qu'en fait, on peut trouver sur le blog de Family Search, qui est bien entendu en français, beaucoup d'articles intéressants qui parlent de divers sujets. Ici, bon, ça c'est juste un exemple, un article qui explique un peu comment on peut conserver, préserver mieux des photos ou des choses des familles. Il y a un peu des conseils en général, mais aussi vous trouverez souvent les mises à jour des nouveaux documents qui vont devenir disponibles dans le monde entier. En fait, il y a régulièrement des mises à jour avec toute la liste des nouveaux documents. Et aussi, quand il y a des nouveautés par rapport à la plateforme de Family Search, parfois si je dis certaines plateformes, les sites, bon, par rapport au site de Family Search, on explique aussi qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a de nouveau et comment ça marche, comme c'est la nouvelle fiche personnelle. Une autre façon d'être au courant de ce qui se passe, c'est de nous suivre sur les réseaux sociaux. Moi, ici, j'ai affiché tous les 3. On est présent sur Facebook, Twitter et Instagram. Bien entendu, en français, vous trouverez surtout sur Facebook, parce qu'on a une page en français. Et sinon, les autres sont... Bon, en Twitter, j'ai publié aussi des trucs, des choses en français. Mais c'est la page de Facebook que c'est celle qui est spécifiquement pour la France, dont on a aussi de temps en temps des nouvelles qui m'arrivent de Sylvain, de ce qu'il fait de
nouveau, et hier on a parlé des archives d'outre-mer. Et donc voilà, on avait parlé de ça déjà sur Facebook. Si vous voulez nous suivre, ici vous pouvez maintenant, avec votre portable, là, le QR code qui est là à gauche, c'est pour la page française. Moi, j'ai ajouté ce qu'on disait hier, si ça vous intéresse. Je retourne un moment chez moi, en Italie, et le QR code à droite, c'est pour la communauté avec tous les experts et les généalogistes italiens. Si ça vous intéresse, il y a les deux là. Je les laisse un moment. Et donc voilà. Facebook aussi, c'est une façon de communiquer directement, si vous voulez. Vous pouvez laisser des commentaires, vous pouvez nous envoyer des messages, donc c'est aussi une façon de rester en contact. Je vais aller, si vous voulez, ok. Rookstack. Pourquoi Rookstack? En fait, c'est vrai que le salon, c'est une fois par an, mais le site de Rookstack, il reste là toute l'année, et il y a beaucoup de... j'ai mis le code là pour la page de Rookstack aussi. Si... je disais, alors il y a des contenus qui restent là tout le temps pour être partagés, oui, et vous pouvez... Et en fait, dans la recherche, peut-être que je peux vous le montrer, parce que c'est possible d'aller... voilà, quand on rentre dedans, je l'ai inventé. C'est possible de faire une recherche de ce qui est disponible directement en français. Voilà. Bon, la connexion, je suis désolé, n'aide pas beaucoup. Mais bon, voilà. Il ne cherche pas là. Mais ici, une fois que vous avez choisi la langue, il va apparaître tous les vidéos, toutes les classes qui ont été faites en français. Mais aussi toutes les classes qui sont en anglais ou d'autres langues, comme ils sont téléversés sur YouTube, c'est possible d'avoir la traduction automatique en français. Donc on arrive à pouvoir en fait voir un peu tout. Parfois c'est une traduction automatique, donc bien sûr il y a peut-être des soucis, mais on arrive quand même à bien comprendre tout ce qui est important de comprendre à la classe. Encore, à niveau des collections, il y a aussi une façon de voir qu'est-ce qui est en train d'être mis à jour. Et ici encore, bon, j'ai encore l'Italie, mais pour tous les pays c'est pareil. Il faut choisir le pays qu'on souhaite consulter. Et après, là, vous voyez la troisième colonne, dernière mise à jour. Quand vous cliquez là, sur la petite flèche, ça vous va mettre en ordre les collections pour voir qu'est-ce qu'il est le dernier qui a été mis à jour par rapport à l'indexation. Parce qu'en fait, les collections, une fois qu'ils sont mises en ligne, vous avez déjà toutes les images, mais l'indexation, ça va venir un petit peu à la fois. Donc, pour voir qu'est-ce qu'il y a encore qu'est-ce qu'il y a de nouveau, vous pouvez faire comme ça. Voilà, la dernière chose, en fait, on l'avait déjà vu hier, un petit peu avec Virginia.
Et c'est seul de vérifier, là, juste à côté, il y a déjà la petite fenêtre à droite. Mais si vous cliquez sur tout afficher, il vous montre tout ce qui peut être les matchs qui le logiciel de Family Search a trouvé par rapport à votre arbre familial. Des correspondances. Merci. Et en fait, ça arrive, comme vous disiez, justement, si vous avez ajouté vos noms à l'arbre universel. Ça n'arrive pas si vous avez simplement téléversé le GETCOM parce que c'est une arbre privé, donc ça va pas vous donner de correspondance. De cette façon, moi oui, j'ai encore des tâches à vérifier. Ça c'est des noms de ma famille que je dois encore vérifier qui effectivement peuvent être dans mon arbre. Et voilà, aujourd'hui, en fait, c'est un peu tout ce que j'avais prévu de partager avec vous. Si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a parlé, je suis là. Et si vous avez d'autres questions aussi par rapport à Family Search, vous êtes les bienvenus. Alors juste avant peut-être les questions, je vais montrer juste comment accéder au blog et comment accéder aux collections. Comme ça, vous avez, comme hier, la démonstration pratique. Donc, tu peux maintenant. Donc le blog, il faut aller tout en bas de la page et vous avez voilà, ce petit lien blog et c'est par là que vous accédez à toute l'actualité. Comme l'a dit Marco, régulièrement, il y a les collections qui sont mises à jour, vous avez des nouvelles sur toutes les nouvelles collections publiées. C'est à peu près bimensuel. Donc toutes les 2 semaines, vous avez tout le lot de nouvelles collections. Des fois, c'est toutes les semaines, ça dépend un petit peu du train d'images qui arrive. Voilà, donc c'est par ici. Et enfin, vous montrer comment on accède aux collections par la recherche. Donc, on va aller toujours dans Rechercher, Documents. Voilà, et là, vous cliquez sur un pays, par exemple. Alors, on peut accéder aussi, oui, voilà, on peut accéder par là. Oui, tout à fait. Et voilà, et en haut, quand vous avez dernière mise à jour, si vous cliquez une fois, ça vous les donne de la plus ancienne à la plus récente. Si vous cliquez 2 fois, ça les remet dans l'ordre pour aller de la plus récente à la plus ancienne. Voilà, donc la dernière collection publiée, par exemple, on voit que c'est la Watson, 19 septembre 2022, avec 3 millions et quelques. Alors ces chiffres-là sont à prendre avec des pincettes, il ne faut pas trop faire attention aux chiffres parce que des fois, il ne faut pas dire ah ben nous, l'association, on a 7 millions, il y a un problème, il n'y a pas tout, ou alors on a 2 millions, comme ça fait. Des fois, ils mettent le nombre de noms, des fois c'est le nombre d'actes, donc c'est pas très. Voilà, ne vous fiez pas à cette colonne-là pour les chiffres, mais par contre, ça montre qu'il y a eu un gros travail de fait sur l'ensemble de la collection de la Hudson qui a été publiée il y a quelques jours. Et voilà. Donc, on peut passer aux questions si vous voulez. Je vais commencer par une question qui est donc là, on voit toutes les données que l'on peut avoir directement sur le site. On vous parlait également donc, des bibliothèques affiliées et des centres de recherche. Qu'est-ce qu'on a en plus par rapport à ça sur les bibliothèques affiliées et dans les centres de recherche? Voilà, ce que j'appelais tout à l'heure collections restreintes, c'est des collections qui légalement ne peuvent être publiées que chez Family Search ou dans un de ces centres affiliés. Donc typiquement des collections où les services d'archives vont dire bon ben l'accès, on ne veut pas qu'il soit grand public, on ne veut pas que vous publiez parce qu'elle génère du revenu pour certains services d'archives. On l'a dit, en France c'est libre de tout frais, on a l'open data, c'est gratuit. Par contre, il y a des pays où les services d'archives se subventionnent par aussi, comme on l'a vu hier, les frais d'accès. Donc, dans ce cas-là, on est autorisé. Alors, ça va dépendre de l'accord, bien sûr, c'est accord par accord que c'est bloqué ou débloqué les accès, mais on est autorisé à mettre un certain nombre de collections dans nos bibliothèques affiliées. Donc, si vous devenez une bibliothèque affiliée, vous avez ces accès-là qui ne sont pas ailleurs que dans les bibliothèques affiliées et les centres d'histoire familiale Family Search. Oui.
Très bonne précision de Marco aussi. C'est pour ça qu'on est deux, parce que j'ai un demi-cerveau et donc je complète avec En fait, nos partenaires, donc ça peut être Ancestry, MyHeritage, MyPass, etc. Il y a des accords aussi. Et on peut GENEANET, Philae aussi, donc les données françaises, les données étrangères. Voilà. Donc on a accès aussi à travers les bibliothèques affiliées à leur collection sans avoir à payer l'abonnement. Voilà, ça c'est une précision qui est intéressante aussi financièrement, mais voilà, c'est un avantage en plus. Boros ? Ah, il y a un petit bouton derrière. Je sais pas. Ah si, je l'ai. Oui, alors, merci Sylvain pour les reprécisions que tu as fait, entre autres sur le chargement d'arbres dans le domaine privé et de le basculer dans le grand arbre universel. C'était très bien d'expliquer ça. Et du coup, il y a deux questions quand même sur ce point-là, puis une là-dessus. Quand on fait son chargement dans son arbre, je veux dire personnel, il y a un point que j'ai toujours pas bien saisi. Si je saisis par exemple uniquement, par exemple, mon grand-père et son propre père, un arbre généalogique à 2 feuilles, tu parles d'un arbre. Bon, voilà, je mets ça, et du coup, je le publie directement pour le mettre dans la partie universelle. Est-ce qu'en faisant comme ça, ça peut aller très vite, parce que du coup, j'ai pas à faire et je valide, donc j'en valide que 2, et puis ensuite, une fois que j'ai fait ça, seulement, après ça, je complète mon arbre personnel par tout un import de GETCOM. Est-ce que c'est une façon de faire pour m'éviter de valider tout un tas de choses? Oui, alors c'est une façon de faire qui a ses limites parce que ça présuppose qu'il y a déjà beaucoup d'informations qui vont concerner ta famille spécifiquement dans l'arbre universel. S'il n'y a rien, et ça peut être le cas, ça veut dire que tu auras rentré des informations sans correspondance. Donc là, il faut rentrer des informations jusqu'à ce que tu puisses rattacher quelque chose. Mais encore une fois, peut-être tu vas pouvoir te rattacher à une branche déjà faite, et là il va y avoir des correspondances, donc un rattachement automatique, ton arbre va s'agrandir d'un côté, mais sur les autres branches, il faudra peut-être toujours continuer à ajouter des choses manuellement. Donc c'est pour ça que l'import du GETCOM va permettre d'éviter ça. Nous, on sait que ça marche très bien pour les nouveaux utilisateurs, parce que là, ils commencent leur arbre, et là, tiens, ça y est, ça se rattache à des choses. Mais par contre, quelqu'un qui a déjà un grand arbre, c'est mieux d'importer l'arbre et de voir les matchs se faire à partir du grand arbre. Et je vois que j'avais dit 2 questions, je vais aller vite. Justement, sur ces imports GETCOM, je vais poser une question technique, désolé, mais mettons que je fasse mon arbre généalogique sur, je dis n'importe quoi, sur GENEANET, peu importe, parce qu'entre autres, il m'autorise des polices de caractères latines avec des accents. Je peux mettre Cédric, et non pas Cédric, etc. Des adresses avec des signes diacritiques, comme on dit. Et puis, je fais un export GETCOM, si tant est que le site me l'autorise, puis je fais un import GETCOM chez Family Search. Mais du coup, est-ce que tous les accents vont être bousillés quand je l'importe dans le GETCOM Family Search, puisque ce n'est pas une police de caractère international, nos alphabets diacritiques? Mais normalement, la norme de GETCOM, aujourd'hui, on parle de GETCOM X aussi, c'est la suite, devrait transférer correctement ces informations-là. Après, moi, je ne suis pas technicien, honnêtement, je ne peux pas répondre sur les questions un peu plus techniques comme ça. Le mieux, éventuellement, c'est vous faites une copie de votre fichier GETCOM, vous le réduisez à un minimum à quelques branches, quelques générations, et vous faites un essai, voir comment ça marche, ça ne marche pas. Et ce qu'on peut montrer, vous voyez tout en haut à droite, il y a un petit point, voilà ici, il y a un petit point d'interrogation. Donc vraiment, toutes les questions que vous avez,
Vous pouvez les adresser soit par écrit aux spécialistes qui sont derrière la hotline, donc le centre d'aide. Vous pouvez aussi trouver, il y a des rubriques déjà avec plein de questions techniques. Donc je vous conseille vraiment, parce que nous on est là aujourd'hui avec vous, on essaie de répondre à vos questions. Tout ce qui n'est pas répondu et que vous aurez successivement, n'hésitez pas à vous adresser au centre d'aide. Voilà, je me défausse un petit peu, mais c'est pour vous indiquer aussi que vous pouvez faire ça. Oui. Je crois qu'il y avait quelqu'un. Ah oui, ça marche. Et je tiens à rebondir sur cette question en précisant que la norme GEDCOM a prévu cela depuis le début qu'elle existe, en utilisant des caractères type ANSI. Donc quand vous exportez vos fichiers GEDCOM avec cette norme ANSI, ils seront lisibles partout et avec tous les accents. Merci. Même arménien alors. C'était à peu près la réponse que je voulais donner. C'est vrai que donc GEDCOM, ça fait très longtemps qu'il existe, et l'export c'est caractère ANSI. Par contre, il ne faut pas oublier une chose, c'est que le GEDCOM c'est quoi? C'est tout simplement un fichier texte. Hein. Lorsque vous l'ouvrez, vous pouvez l'ouvrir avec n'importe quel truc, enfin un Word, n'importe quoi. Et bon, après, il existe la fonction remplacer. Donc, si vous avez mis à l'origine, lorsque vous avez fait votre généalogie, les accents, après, dans le GEDCOM, vous pouvez les modifier encore. Hein. C'est tout à fait possible, puisque c'est un fichier texte. A priori, il n'y aura pas besoin. D'accord. Merci beaucoup. Une question? Et juste une petite question. Lorsque j'importe dans Family un GEDCOM, ma généalogie personnelle, et que je partage avec des membres de ma famille, est-ce que le partage permet à tout le monde de faire des modifications ou de la validation pour aller dans l'arbre universel, ou est-ce qu'il n'y a que moi qui ai la possibilité de valider pour que ça passe dans l'arbre universel? Voilà. Est-ce que tu sais si... Ça, je ne sais pas. Honnêtement, moi, j'ai pas encore fait de collaboration avec ma famille. Vous voyez, je suis pas un grand exemple. Si tu as la réponse à ça, une fois que j'essaie de répondre. Mais comme je crois Virginie disait hier aussi, là, c'est que vous allez voir, que vous avez téléversé sur Family Search, que vous allez trouver à la voie généalogie, dans la section généalogique, personne ne peut la changer. Donc, l'arbre que vous avez téléversé restera privé ou partagé avec ceux que vous voulez, mais personne ne peut changer les données qui sont là. Mais quand il va arriver dans l'arbre universel, alors là, est collaboratif. Donc, toutes les données sont collaboratives. Donc, quelqu'un pourrait aller changer quelque chose. Oui, non, mais sur les vivants, ils ne sont même pas emportés, donc les vivants, oui, bien sûr. Non. Et qu'est-ce que j'avais dit? Une chose que moi je trouve importante, c'est qu'une fois que vous avez vos données, vos noms sur l'arbre universel, ça vaut la peine d'ajouter les sources. Parce que si vous ajoutez les sources, il y a la possibilité d'ajouter soit des images, soit des liens ou des permaliens. Et de cette façon, la Family Search, c'est quelque chose qui ne s'est pas inventé, mais il y a effectivement des preuves que la personne, effectivement, c'est elle ou lui. Et aussi, s'il y a quelqu'un qui va essayer ou qui effectivement va changer des données, vous allez sur la fiche personnelle, la fiche de la personne, pardon, et là il va vous dire qui est-ce qui a fait, qu'est-ce qu'il a fait et qui est-ce qu'il a fait. Donc vous pouvez contacter la personne et dire mais pourquoi vous avez changé, je ne sais pas, la date de naissance. Moi je suis certain c'était la juste. Et donc, vous pouvez vous confronter et décider de, en fait, laquelle était la... Parce que peut-être,
l'autre personne est convaincue d'avoir un document qui effectivement dit différemment, et alors on peut voir ensemble. Mais ce qui est dans généalogie, personne ne va vous le toucher. Donc, tout votre travail va rester là, sauvegardé. Non, les transferts est automatique en fait. Mais parce qu'en fait après, vous validez pour le rattacher à votre arbre personnel dans l'arbre universel. Sur les vôtres, oui, mais ça peut être quelqu'un qui est déjà là, qui puisse trouver aussi avoir des correspondances. Voilà. C'est ça qui est important, c'est que tout ce qui est fait est traçable dans la mesure où on voit l'utilisateur qui a fait les derniers changements. Donc, et ce qui est important, c'est que si vous faites un changement, vous avez une petite boîte qui est pour quelle raison, je crois que c'est comme ça, pour quelle raison pensez-vous pour quelle raison est-ce que vous mettez ce renseignement? Et donc là on peut dire, en fait j'ai parlé avec, parce que peut-être il n'y a plus d'actes, j'ai parlé avec la grand-tante, et comme ça source aussi. Donc la personne qui ensuite collabore avec vous, ou involontairement parce qu'elle est sur la même branche, elle va dire ah oui d'accord, oui il a ce contact-là, ça, et vous avez toujours le clic vers l'autre utilisateur, comme ça vous pouvez correspondre comme l'a dit Marc. Oui, on peut vous le montrer. Alors déjà, quand ça arrive, là où il y a la petite cloche, il y a la notification qui vous prévient que quelque chose est passé. Je vais dans mon arbre. Sur la fiche. Pour ajouter quelqu'un. Je sais pas. Voilà, dernière modification. Là, il vous dit qu'est-ce qui s'est passé et qui est-ce que c'est ma nièce qui m'a changé les choses. Qu'est-ce qu'elle a? Non mais, je rigole. Mais oui, elle a ajouté des liens, ouais, voilà. Ben, voilà, ça vous dit qui est-ce qu'il a fait quoi et qu'est-ce qu'il a fait. Et juste, j'avais mis la page là avant de Sylvain montrer. Là où il y a le petit point interrogatif, si vous allez à nous contacter, vous choisissez Europe, vous avez soit l'adresse email, soit il y a possibilité de planifier un rendez-vous, et il y a quelqu'un, ça dépend du problème que vous avez, vous pouvez choisir, et il y a quelqu'un qui va vous donner 20 minutes de son temps pour vous aider à résoudre les soucis que vous avez. Donc ça, je crois que c'est quelque chose de sympa, qui peuvent bien vous aider à tout répondre. Et ils vont répondre mieux que moi, je suis en meilleur français qu'un. Ah ouais. Je voudrais juste préciser que le format JetCom, c'est une norme qui permet de transmettre beaucoup d'informations généalogiques, et nous devons remercier Léon de l'avoir mise au point. Mais ne perdez pas de vue que c'est pour transmettre des données. Donc si vous éditez un JetCom et que vous l'envoyez à un collègue généalogiste, il va pouvoir l'intégrer dans son arbre et beaucoup des informations d'origine seront peut-être perdues. Et de toute façon, s'il leur ajoute les données sur son arbre, eh bien, ça veut dire que vous en avez perdu la maîtrise. Vous les avez confiées, donc elles pourront être publiées sur son arbre et ailleurs. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sur le blog, j'ai vu une image passer rapidement, je ne connais pas, avec la possibilité de mettre des souvenirs, j'ai cru voir le mot personnel. Alors personnel, on croit que vous avez cité une photo, machin chose.
La question est la suivante. Quelle est la pérennité de cette information? Je veux dire une bêtise, est-ce que dans 50 ans, 100 ans, mes petits-enfants pourront le lire? Et puis quel type d'information je peux mettre? Je ne vais peut-être pas déposer toutes mes archives comptables chez moi. Voilà. Quelle est la taille limite de ça? Enfin, quel est l'objectif de cette rubrique où j'ai entendu dire de déposer des souvenirs personnels, s'il vous plaît? Alors, ce que c'est possible de faire, c'est pour ça qu'on parle souvent chez nous d'histoires familiales. C'est parce qu'en fait, c'est possible d'ajouter à chaque personne des informations au-delà des données bases, des dates, tout ça, lieu de naissance, tout ça. Et c'est possible d'ajouter des images. C'est possible aux images d'ajouter des audios. Par exemple, moi j'ajoute la photo d'une fête d'anniversaire et j'ai pu raconter qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. Donc à la photo, je peux attacher mon souvenir des personnes qui étaient là, le jour, comment ça passait, s'il faisait beau temps, s'il faisait pas beau temps, tout ce que je veux, et il reste là. Il faut dire ça aussi. Bon, c'est possible aussi d'écrire des mémoires, des histoires, ce que vous voulez. Et chaque souvenir que vous ajoutez, vous devez décider si vous voulez le partager avec tout le monde ou si vous voulez le garder privé. Donc, je peux vous montrer quelque chose à moi. Privé avec des personnes ciblées ou privé que pour moi, c'est tout, et puis comme je meurs, il n'y a pas de vous, personne. Donc, privé, est-ce que c'est privé que pour moi ou privé, on peut le partager avec quelques personnes ciblées qui ne soient pas tout le monde? C'est la question. Alors, il y a, je vous montre. Voilà. Ça, c'est mon père quand il était tout petit, avec sa famille. Voilà, mon père. Et vous voyez, c'est un souvenir public. Cela veut dire que tout le monde peut rentrer dans Family Search, chercher dans le souvenir et trouver cette photo-là. Du moment que moi je vais changer ça, ah bon, non, c'est mon frère qui l'a ajouté. Ne me laisse pas la faire, je n'ai pas choisi la photo, mais bon. Et si c'était la mienne, en cliquant là sur souvenir public, je pouvais changer les possibilités, les options des partages. Voilà. Et c'est que c'est possible de faire. Ça fait pas longtemps qu'on a ajouté les groupes familiaux. Et alors, on peut partager nos souvenirs aussi dans les groupes familiaux. Et ça reste seulement entre les groupes familiaux. Pour les groupes familiaux, vous pouvez les créer. Et ça, dans les blogs, il y a l'article, je crois, en français aussi, qui explique comment le faire. Mais tout simplement, vous pouvez créer un groupe familial. Et après, il vous donne un lien que vous allez envoyer par mail ou WhatsApp, ce que vous voulez, aux personnes que vous voulez rajouter. Et ils vont vous demander d'être ajoutés au groupe et vous devez les valider. Une fois qu'ils sont validés, ils sont dans les groupes et ils peuvent voir tout ce que vous partagez dans les groupes familiales. C'est le même principe que Facebook, où vous voulez faire partie d'un groupe, c'est la même chose. Très bien, merci beaucoup pour votre attention et pour votre décision.